Je vais essayer de faire une petite genèse d'héritage et modernité pour qu'on se comprenne très bien. Je pense que le PDG avait plus ou moins commencé à faire son constat de décès. C'était au sortir du congrès de 2013. Au sortir de ce congrès, je pense que le PDG avait commencé à fabriquer un monstre. Et ça en est suivi au niveau de l'Assemblée nationale de la loi de finances rectificative 2013. La loi de finances rectificative 2013 et la loi de finances initiale 2014. La loi de finances, c'est le budget de l'État. Alors, quand on a regardé tout ça, on s'est rendu compte que le président de la République avait pris complètement un angle de 180 degrés par rapport aux orientations que nous avions depuis 2009 et aux orientations de 2011 qui nous avaient, nous, amenés à l'Assemblée nationale. On était parti sur un programme apparemment cohérent qui consistait à amener le Gabon dans les perspectives 2020-2025 vers le bonheur partagé. Mais pour construire cette maison du bonheur partagé, on avait une base. Il fallait faire un certain nombre de réformes sur l'environnement, sur la gouvernance, sur les infrastructures et sur le capital humain. Et sur le capital humain associé aux états généraux de l'éducation, on avait des perspectives qu'au sortir des années 2014-2015, au niveau du pré-primaire et du primaire, on devrait être en dessous de 35 élèves par salle de classe. Ceux qui sont enseignants savent de quoi je parle. On avait commencé à budgétiser pour la construction de ces écoles. L'argent était viré à l'ANGT, ça finissait dans une caisse de relance et l'année d'après, ça disparaissait. On avait promis faire un lycée par arrondissement à Libreville et un lycée par chef-lieu de département dans le Gabon. Rien de tout ça ne s'est vu. La réalisation devait être définitive en 2015. Et ces investissements, ces budgétisations ont été encore constatées et observées dans la loi de règlement 2014. Loi de règlement, ça veut dire le Trésor a sorti l'argent. Rien de ça ne s'est fait. Oui, on était allé beaucoup plus loin sur la partie des infrastructures. Et même encore pour les écoles, on avait fait un programme de pôle de développement économique. Et ces pôles de développement économique s'accompagnaient d'un certain nombre d'établissements pour ce qui est de la formation. Je prends le cas du Wallenthem, c'était un pôle économique agricole qu'on nous avait proposé pour 2016, accompagné d'une université agricole. Un peu la même chose pour tout le monde. Boué devait être un peu l'IT Park, donc disons le Silicon Valley du Gabon, avec un certain nombre d'infrastructures sur le plan scolaire, universitaire et même numérique. Mais rien de tout ça. C'était officiel et réalisable en 2016. Pour les aspects d'énergie, c'était pareil. On devait avoir le barrage de l'Impératrice et celui de Feu 2 qui venaient compléter la mise en puissance de Poubara. Et on faisait une interconnexion pour que désormais le Gabon soit autonome en matière énergétique. Parce que c'est cette autonomie en matière énergétique qui devait être la base du Gabon industriel. Parce que le Gabon industriel devait permettre d'accroître les recettes de l'État et l'accroissement des recettes de l'État devait permettre de financer l'émergence, au-delà du financement extérieur. Alors, on était à côté de tout ça. Vraiment à côté de tout ça. Le plus grave, c'est que on budgétisait des projets, l'AFD finançait les mêmes projets et on s'endettait pour les mêmes projets. Et l'argent de la dette allait où? On finançait le social, ça finançait les voyages, ça faisait venir le Paris Saint-Germain, ça finançait le New York Forum Award, ça finançait tout ce que vous pouvez imaginer, sauf l'investissement. Alors, moi je n'avais plus l'esprit dans le PDG depuis 2013-2014. Il fallait que je cherche un coussin de sortie. Et comme Dieu aime le Gabon, en 2014, 2015, on fait une loi de finances et on met en place une commission spéciale, une commission ad hoc qui est chargée de regarder les aspects d'investissement. Et comme par hasard, qui y a dans cette commission? Olondo Edgar, rapporteur, Baro Chambrier, membre, Maxime Ondimba, membre, Clotaire Rivala, membre. En fait, je vais vous citer presque plus de la moitié des membres d'Héritage et Modernité. Comme par hasard, on nous a mis ensemble dans une commission ad hoc et on a commencé à regarder dedans.
On a regardé dedans et quand on est rentré dans la dette, alors là, on a vu des monstres. On a vu des monstres. On s'est rendu compte qu'on s'endettait de plus en plus. En moins de 3 ans, on a multiplié la dette par plus de 100. On est passé de l'ordre de 400 à 500 milliards de stock de dette à près de 5000 milliards de stock de dette. C'est de l'argent que ceux qui sont au lycée aujourd'hui devront rembourser. Mais cet argent n'a servi à rien du tout. Parce que je vous rappelle qu'en 6 ans, on a consommé près de 18 000 milliards dans le budget de l'État et on a consommé près de 5 000 milliards de dettes. On n'a rien fait avec ça. Alors, les voix ont commencé à se lever à l'Assemblée. Les voix ont commencé à se lever. On a à plusieurs reprises tenté d'attirer l'attention du chef de l'État par toutes les voies possibles. En passant par le bureau d'Assemblée, en passant par le groupe parlementaire, en passant même par le secrétariat général du parti. Parce que le parti, le gouvernement est presque l'émanation du parti et donc l'Assemblée nationale. On n'a jamais pu rencontrer le chef de l'État. On a poussé le bouchon un peu plus loin, on a maquillé quelque chose par des amis, on a tenté de modifier la loi sur les partis politiques. Il y a une disposition dans les partis politiques qui dit que quand on quitte un parti, on a 4 mois avant d'être éligible par ailleurs. Alors on était parti pour modifier cette proposition de loi et ramener cette disposition à 1 mois. La commission de loi à l'Assemblée nationale a même voté cette modification à 1 semaine près. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est vendredi. Vendredi, si je démissionne du PDG aujourd'hui vendredi, samedi, la semaine prochaine, je suis éligible. On a voté ça. Ça a été adopté. La modification a été votée en commission de loi. Le rapport a été adopté en commission de loi. Et on a attendu une session pour l'adopter en plénière la session d'après. On espérait que le président allait voir ça comme un coup d'État politique. On vous dit que vous êtes un président de la République et vous êtes soutenu par une majorité politique. On vous dit que ces gens-là, en moins d'1 semaine, peuvent changer de parti et être dans le camp d'en face. Ça ressemble à un grand coup d'État politique. Pour lui, il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas le feu. On arrive à la session d'après, on décide de la voter en plénière. Mais je vous dis, parce que vous allez comprendre mon frère Zibi Bertrand tout à l'heure, à 2 heures de la plénière, on nous convoque en urgence au groupe parlementaire PDG et on nous demande de ne pas adopter cette modification. Merde, mais c'est plus grave que merde parce que je vais vous expliquer. La commission de loi à l'Assemblée nationale et la commission des finances sont 2 commissions où tous les députés y sont obligatoirement. Les autres commissions, on va par option. Le principe, c'est que quand vous êtes dans une commission, ce que vous avez décidé en commission, vous décidez la même chose en plénière. Et quand vous êtes dans une commission, vous ne posez plus de questions en plénière. Donc, les 2 commissions, la commission de loi et la commission de finances, c'est comme ça qu'elles sont. Mais à partir du moment où une loi a été adoptée et le rapport adopté en commission, la plénière devait être simplement une formalité. Mais, histoire inédite dans l'histoire des assemblées au monde. Une loi, une proposition qui a été votée et adoptée en commission de loi, a été rejetée en plénière. Ça veut dire que les députés devant vous se sont reniés eux-mêmes. C'est ce que ça veut dire, c'est la négation du député. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà un parti qui estime qu'ils peuvent donner des injonctions à une institution. La fille a parlé de démocratie. C'est pas normal. Un parti n'est pas au-dessus d'une institution. Monsieur Ali, ça fonctionne comme ça. Il y a eu ça. Et puis pire, voilà que des membres du gouvernement, le Premier ministre, les ministres du budget, de l'économie et tout le reste. Mais quelle est la mission constitutionnelle du gouvernement? C'est de garantir le bien-être des populations, on est d'accord? Bon, donc leur mission, c'est de garantir le bien-être des populations. Voilà pourquoi à ces gens-là, on remet le budget d'investissement. C'est pour faire ça. Les collaborateurs du président de la République, je pense que leur mission, c'est de réaiguiller les points de vue du chef de l'État. Et puis il y a le Conseil économique et social, les conseillers, membres et le président, ils ont un peu un rôle de conseiller par rapport aux problèmes de gouvernance. On est d'accord et de gestion. Mais ces mêmes gens-là, quand vous allez au PDG, ils sont au comité permanent du bureau politique. Ces mêmes gens-là, ils sont au bureau politique du parti. Donc ils sont les chefs du parti. Alors l'aberration est où là? L'aberration est que voici des gens qui ont un organe constitutionnel comme le gouvernement pour régler les problèmes du pays. Ils ne le règlent pas dedans.
Voici des gens qui ont un organe légal comme le parti pour influencer la gouvernance et régler les problèmes du pays. Ils ne font pas dedans. Ils estiment qu'ils peuvent régler les problèmes du pays dans une association. Ils ont appelé ça le Mogabo. Nous, députés, on s'est dit, où on marche la tête en bas, les pieds en l'air, mais ça, là, on ne peut pas accepter ça. Et comme, entre nous, ça bouillonnait déjà ces problèmes de dysfonctionnement et de manque de démocratie à l'intérieur du parti, et que ces dysfonctionnements du parti déteignaient sur le gouvernement, parce que c'était l'émanation du parti, on s'est dit, si on laisse ces choses-là se faire, je pense qu'on accepte de se faire enterrer vivant et les armes à la main. Surtout que, quand on regardait dans le Mogabo, on voyait une main noire, mais on voyait quelque chose de cynique qui se fabriquait. C'était quoi? Le directeur de cabinet du chef de l'État. Il était là-dedans. Il était en dessous, c'était la main noire. Ce gars-là, à mon avis, il déroulait quelque chose de machiavélique. Il a éloigné les Gabonais du chef de l'État, il le gère seul. Il a pris 2 personnes qu'il maîtrise, il a mis à la défense nationale et à l'intérieur. Par quelle magie, on ne sait pas. Il s'est approprié le visa d'opportunité du Trésor. Ça veut dire que c'est lui qui gère l'argent du Trésor. Donc l'argent du Gabon. Et il a pris son neveu, il a pris les marchés publics, le budget, le contrôle financier, il en a fait une seule entité, il a donné à Djavon Otando, son neveu. Et avec Manfoumi, par des messes basses, ils ont imposé le président du Sénat. Il contrôle le Sénat. Donc par le Mogabo, ils voulaient à l'intérieur du PDG positionner des députés à l'Assemblée nationale pour prendre la main sur l'Assemblée nationale. Dès qu'ils contrôlent l'Assemblée nationale en décembre, c'est ça le plan Machiavelli. Ces 2 décrets, on élimine Boranzo à la Cour constitutionnelle, on élimine Gilbert Moulaki à la Cour des comptes, ils plaçaient ces gens et ils géraient ce pays-là comme ils voulaient, avec les lois qu'ils voulaient, et on avait que nous mettre sur la tête populaire.